Salut, vous écoutez Capteur, le podcast connecté à des agriculteurs en mouvement. Un podcast produit par le CIMA, le Salon international des solutions et technologies pour l'agriculture. Je m'appelle Pierre Compère, je suis ingénieur agro et j'accompagne des entrepreneurs dans le développement d'innovations ciblant les mondes agricoles. Beaucoup d'entre eux exposent au CIMA, un rendez-vous incontournable rassemblant des solutions pour toutes les agricultures. Alors que le CIMA fête cette année ses 100 ans, je suis parti à la rencontre des premiers concernés, des agriculteurs et des agricultrices de différentes régions françaises, pour échanger ensemble tout simplement sur leurs pratiques agronomiques, leurs projets et leurs attentes en termes d'innovation. Aujourd'hui, c'est Clément Souque qui nous parle de son exploitation et partage sa vision. Clément est polyculteur-éleveur dans le Gers, en Occitanie. Et après la reprise de l'exploitation de ses parents, il a décidé de convertir son exploitation en bio. Se passant du coup d'herbicides, Clément recourt aujourd'hui au désherbage mécanique en mobilisant divers outils de travail du sol pour gérer les adventices. Autrement dit, les mauvaises herbes qui entrent en concurrence avec ces cultures. Clément s'interroge. Comment revenir au TCS, les techniques culturales simplifiées, voir comment se passer complètement du labour pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et améliorer le stockage de carbone dans ses sols. Le paramètre carbone sera selon lui de plus en plus structurant pour les marchés et les politiques agricoles. Clément, merci de m'accueillir chez toi. Bienvenue. On est à Labarthe. On n'est pas au siège de ton exploitation, tu vas nous expliquer ça. Est-ce que tu peux peut-être te présenter en deux mots et puis présenter ton exploitation aujourd'hui ? Eh bien, bonjour à tous, Clément Souque, agriculteur à Massub. Donc ici on est à Labarthe, donc je n'habite pas sur le siège de l'exploitation, je suis juste à côté. Je suis agriculteur depuis que je suis né, on dira ça. Reprise d'exploitation familiale en polyculture élevage. Vaches, blondes d'Aquitaine, Gasconne et Angus. C'est des races en plus assez particulières, quoi. Ouais, c'est une transformation. On était 100% en blonde. On avait plus de 200 mères blondes et j'en ai vendu les 2/3. Et pour convertir le troupeau petit à petit sur un autre marché. Et donc on n'est pas à l'exploitation parce que tu as fait le choix avec ta femme de ne pas habiter sur place. Oui, c'est un équilibre qu'on a trouvé. Parfois je me lève plus tôt et je rentre plus tard, mais c'est pas grave, c'est un peu sortir du quotidien, se sortir de la ferme, ça permet de décrocher aussi, de passer du temps avec les enfants. Quand on est sur place, on a toujours tendance à être comme au boulot, alors que là, on est à la maison et on n'est pas à la ferme. Parce que tu l'expliquais, donc tu es fils d'agriculteur et d'agricultrice. Ouais. Et donc tu as repris l'exploitation de tes parents, de ton père en particulier. Voilà, ouais. Après un BTS agricole à Pau, je suis revenu à la ferme en tant que salarié. Je me suis installé officiellement en 2015. Et j'ai repris la suite de mon père qui, lui, s'est installé en 77, je crois, ou quelque chose comme ça. Et ta mère, elle, de son côté, avait aussi une exploitation ? Voilà, c'est ça. Ma mère a une exploitation qui est à Rocolor, donc au nord du Gers, au-dessus d'Auch, et qui est à 45 minutes d'ici, que je gère avec l'aide d'un salarié qui a lui aussi une exploitation sur une très petite partie de son temps, et sinon il gère son exploitation, on a du matériel en commun, de l'entraide, de la CUMA, donc voilà. Et donc sur cette exploitation issue de ta mère que tu gères aujourd'hui, il est chef de culture, il joue ce rôle-là. Ouais. Moi j'ai les décisions stratégiques sur les prix, sur quand est-ce qu'il faut vendre, la décision de la rotation, qu'est-ce qu'on sème, et lui il a tout le côté technique, quand est-ce qu'il faut intervenir, le moment de semer, voilà. Et donc ensemble, ces deux exploitations, ça représente combien d'hectares ? 480 plus 80, quoi. Voilà. D'accord. Donc plus de 500 hectares. L'exploitation principale, elle fait donc 480 hectares, sur laquelle tu as quel type de culture et quel type d'élevage ? En fait, les 2/3 de l'exploitation sont des prairies et des bois pâturés, qui sont des terres à faible potentiel et avec de la pente. Le reste de l'exploitation, c'est des terres irrigables de qualité variable. Vous avez de la plaine du bord du Gers et vous avez des coteaux en sec qui sont de qualité moindre. Voilà. Donc c'est assez varié en termes de production et de qualité de terre. Donc quelle culture aujourd'hui sur l'exploitation principale, on va dire ? Alors on a soja, blé, on avait de l'avoine, du lin, du tournesol. On a aussi des mélanges de céréales pour nourrir les animaux. Des vaches à viande de différentes races, blondes d'Aquitaine, Angus et Gasconne. Et ça représente un troupeau de combien de têtes ? Là, on va arriver à moins d'une centaine de mères quand tous les génies seront vélés. Voilà. Donc au moment où tu reprends l'exploitation de tes parents, il y a des blondes d'Aquitaine, un troupeau relativement nombreux. On avait 250 mères.
peu 250 près. mètres. Ouais. Et il y avait déjà des surfaces importantes? Oui. Oui, on avait la même surface. La même surface. Un peu moins de céréales, pardon. T'as pas transité vers le bio tout de suite? Non. Tu t'es posé pas mal de questions avant de passer au bio? En fait, je me suis installé sur un système qui me paraissait cohérent, qui m'allait, et l'économie a fait qu'il fallait absolument changer de système parce que on a décroché, on avait trop d'animaux, on n'était pas assez bon techniquement, pas assez nombreux pour travailler. Enfin, on n'était pas bon, quoi. On perdait de l'argent, on avait un gros troupeau qui demandait beaucoup d'investissement, donc. Et c'est donc à la faveur de la diminution de ce troupeau, Ouais. que du coup tu t'es dit que le bio peut être une bonne idée, ou c'est pour passer au bio que d'être décidé de réduire le troupeau? Non, c'est le passage en bio s'est fait un peu avant la diminution du troupeau. C'est-à-dire que je voulais saisir l'opportunité du nouveau marché du bio sur la viande que je voyais arriver. Et comme on était autonome en alimentation, je me disais, on peut passer en bio. La marche n'était pas si haute à faire parce que tu étais déjà autonome en termes d'alimentation. Voilà, ouais. Mais par contre, les cultures, elles n'étaient pas en bio. Non, voilà, c'est pour ça qu'on a tout passé, en même temps. Pour vendre la viande en bio, il fallait avoir l'alimentation en bio. Donc et c'est pour ça que tu as passé en bio. Ouais. Est-ce que ça a été un passage difficile? Ça a mis du temps, cette transition vers le bio? Pour les vaches, pas du tout. Pour les céréales, ça a été plus compliqué parce que j'étais pas équipé pour les traitements phytosanitaires. C'était soit l'entrepreneur, soit la CUMA qui le faisait. Mais par contre, on labourait plus. Moi, j'avais arrêté de labourer. Et le passage en bio a fait que, en fait, on s'est vite fait déborder. Par les mauvaises herbes? Par les mauvaises herbes. Donc il a fallu relabourer, retravailler le sol. Et donc racheter une charrue ou... Non, elle y était, mais elle servait très peu. J'ai acheté du matériel spécifique en bio, type une houe rotative, une hersétrie, la bineuse. Donc il y a des outils que j'ai en propre et d'autres que j'ai en CUMA, mais c'est une nouvelle façon de penser les cultures. Et c'est principalement autour de la gestion des adventices et le travail du sol, c'est le seul sujet qui a conduit au moment du passage au bio à de nouveaux investissements matériels? On a renouvelé des tracteurs parce qu'on a du matos assez vieillissant. Et surtout, on s'est équipé un peu d'autoguidage parce que en fait, il fallait avoir du matériel plus précis pour le bio parce qu'il fallait passer plus souvent dans les interrangs, des choses comme ça. Donc, comme il faut passer plus souvent, il faut être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide dans ces passages. Et donc, en fait, on s'est équipé de guidage là-dessus. Donc, tu associes le recours à ces technologies d'autoguidage et de positionnement de précision de tes équipements au passage au bio? Ouais. Complètement. Ouais. T'avais pas besoin de ça avant? Non, je n'ai pas ressenti le besoin. Les choses, la fertilisation, c'est moi qui le faisais, mais c'est pas spécialement technique. Mais par contre, tout ce qui était pulvé, qui était plus technique, avec les doses, trucs comme ça, c'est pas moi qui le faisais. Donc, tu mobilisais une ETA, une entreprise de travaux agricoles ou une CUMA pour réaliser ces travaux-là. Exactement. D'accord. Tu passes tes animaux au bio relativement facilement, on va dire, car tu étais déjà autonome en aliments. En tout cas, c'était pas ça qui était un frein au passage au bio. C'était par contre que les cultures devaient, elles, passer au bio. Et tu souhaitais aussi que tes couverts soient intégrés à la ration de tes animaux. Et du coup, là, il y a un sujet un peu particulier, la gestion des couverts quand on est en bio. C'est une contrainte technique. C'est-à-dire que soit on a un couvert, on construit un couvert pour qu'il soit détruit et restitué au sol. Pour qu'il bénéficie à la culture suivante, en termes de fertilisation. C'est ça. Soit nous on construit une interculture, alors on peut plus l'appeler couvert, une interculture qui va bénéficier aux animaux. Et donc en fait la contrainte c'est le temps de travail au printemps, c'est-à-dire que si on fait typiquement un maïs en bio classique, on a labouré pendant l'hiver et on arrive au printemps, on passe un coup de rotative, on laisse pousser, ça fait un faux semis, on passe soit un coup de herse léger pour tuer ou un autre coup de rotative pour affiner et tuer les adventices et on sème. Alors que nous, le principe du couvert, c'est que le sol est couvert donc l'hiver, on arrive au printemps, il faut le récolter et derrière il faut retravailler le sol. Alors en conventionnel, quand on n'a pas le problème des adventices, puisque la chimie nous aide à gérer les adventices, on peut à la rigueur semer en direct ou très peu préparé. Alors que nous en conventionnel, en bio, on est obligé de travailler le sol parce qu'en fait si on sème le maïs ou la culture de printemps directement dans le chaume du couvert, en fait
toutes les adventices seront montées et on pourra pas biner, on pourra pas passer la cétrie parce qu'en fait, les outils pourront pas rentrer dans le sol, quoi. Donc on est obligé de retravailler. On fait deux cultures, enfin 4 cultures tous les 2 ans, quoi, puisqu'à chaque fois on fait une culture principale, ouais. un couvert que tu intègres à la ration, et puis derrière ça s'enchaîne de la même façon. Et donc, quel choix tu as fait pour tes couverts? Parce que je crois comprendre que pour justement avoir une ration équilibrée et diversifiée pour tes animaux, c'est des couverts un peu particuliers. C'est pas que des couverts classiques, c'est des véritables intercultures. Ouais, c'est ce qu'on appelle traditionnellement un métail, mais je sais pas si c'est le mot... Un mot officiel. Ouais, c'est ça. On va dire un mélange de céréales. On essaye d'avoir un couvert qui est équilibré autant en apport en protéines qu'en énergie pour que la ration soit équilibrée en suivant pour les animaux, quoi. Donc suivant les années, soit elles sont pluvieuses, soit elles sont sèches, donc il y a des espèces qui prennent le dessus sur les autres, mais on essaye le plus souvent d'avoir un équilibre entre les protéines et les protéines énergie dans le couvert qu'on sème. Et donc, tu nous as expliqué que la question du travail du sol en bio était particulièrement importante pour notamment gérer les adventices et puis gérer de manière assez précise l'implantation de la culture suivante. Et du coup, j'imagine que pour la récolte aussi peut-être de ces couverts, est-ce que c'est un matériel spécifique que tu dois utiliser? Non, là c'est classique faucheuse. Alors nous on fait des bottes en enrubanné, mais après c'est comment conserver l'alimentation. L'enrubanné permet de conserver l'aliment de façon le plus sain, alors que l'ensilage, dire ça coûte moins cher, mais derrière le silo il y a beaucoup de pertes. S'il y a un problème de conservation, il peut y avoir de la perte, et surtout pour les animaux la ration est moins bonne sanitairement parlant. Donc voilà, on a préféré, tant qu'on n'a pas l'installation comme il faut pour l'ensilage, on continue en enrubanné. Ouais. Et donc là, du coup, pour cette enrubanné là, justement, est-ce qu'il y a un matériel spécifique pour le bio, ou que ce soit bio ou conventionnel? Non, c'est la même chose. Ouais. Tu disais que c'était en 2015 que tu es passé en bio? Non, 2019. 2019 que tu es passé en bio. On est aujourd'hui en 2022. Ouais. Est-ce que ton système d'exploitation, ton système de production en agriculture biologique, il est stabilisé, ou est-ce que tu rencontres encore des limites à ce modèle? Je reste toujours sur ce regret du non-labour que j'ai abandonné quand j'étais en conventionnel. Parce que malgré tout, on travaillait le sol, mais j'avais arrêté de labourer, c'était plus du TCS que de l'agriculture de conservation. Les techniques de conservation. Ouais. Moi, en bio, j'aimerais tendre vers ça, quoi. C'est un peu le regret, la contrainte que je me pose. Et quelles limites justement tu rencontres? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de revenir sur un travail du sol limité? C'est toujours la question des adventices? Oui, c'est toujours la question des adventices et l'implantation les risques qu'on prendrait. On peut, sur une année sèche, on peut se dire qu'il y a moins de pousses d'adventices, donc on peut semer en direct, mais en fait, dans le Gers, on a beaucoup de bio, mais je me rends compte que le bio a ses défauts, notamment son empreinte carbone, puisqu'il y a beaucoup plus d'interventions, de mécanisation, de choses comme ça. Pour justement gérer les adventices et donc plus de travail de sol, quoi. C'est ça. Plus de passage de tracteur. Plus de passage de tracteur, plus de travail du sol. Et alors on a quelques pionniers dans le Gers qui sont en agriculture bio de conservation, mais c'est très peu, quoi. Donc il y a aussi peu de gens qui sont agriculteurs de conservation en conventionnel. Donc moi je crois qu'il faut tendre vers cette voie d'une agriculture raisonnée dans nos interventions. Est-ce que le terme d'agriculture régénératrice des sols, il est pour toi un terme que tu pourrais t'approprier? Oui, je pense qu'il faut tendre vers ça, puisqu'on se rend compte que la fertilité du sol joue sur la récolte et donc sur la culture et donc les rendements, sur la santé des plantes, et je crois que le bio doit tendre vers ça. Et surtout il y a un côté aussi où en fait quand on travaille le sol on le décarbonise, et là en bio, comme le bio où tu n'amènes rien, en fait tu récoltes rien, quoi. Il faut toujours amener quelque chose. C'est pour ça que moi j'ai le fumier à côté, mais les gens qui sont 100% en céréales bio, je pense qu'ils doivent amener de la fertilisation, de l'engrais organique, pour réalimenter leur système. C'est ça. Tu as évoqué la question du stockage de carbone dans les sols. Je crois savoir que c'est un sujet que tu travailles de ton côté, en groupe d'ailleurs. C'est ça, je suis membre d'un GI2E ou président d'un GI2E. Un groupement d'intérêt économique et environnemental, donc un club, on va dire, d'agriculteurs qui partagent un certain nombre de questionnements techniques. Et donc il est dédié à cette question du carbone. Du carbone. Il a plusieurs vocations.
c'est-à-dire l'amélioration technique de nos pratiques via les intercultures. Et en fait, on se rend compte que ça amène un autre sujet, c'est le carbone. Et le sujet qui va en suivant du carbone, c'est la rémunération du carbone en tant que service des agriculteurs rendus à l'environnement, choses comme ça. Et à la société. Et à la société, voilà. Et donc, on essaie à réfléchir à travailler sur les couverts et surtout sur l'empreinte carbone de nos pratiques. C'est-à-dire qu'on est en train de faire analyser toutes nos exploitations, toutes nos pratiques, qu'on soit céréalier ou qu'on ait des animaux. On est en train d'analyser toutes nos pratiques en toute transparence. Vous partagez vos références, ouais, vous partagez vos résultats technico-économiques, mais aussi ça. Des résultats en termes d'empreinte carbone à l'échelle de votre exploitation ou à l'échelle de chacune des cultures, ou les deux. Ouais. On a fait deux types d'analyses. Il y a l'analyse qui s'appelle Cap2R, qui est une analyse, on va dire, un peu macroscopique, de l'exploitation. Pour les élevages. Pour l'élevage. Et en fait, on avait un peu un trou dans la raquette, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à répondre aux besoins des gens qui étaient en céréales, qui étaient purs céréaliers dans notre GI2E. Et donc, on a cherché une solution à ça et on a trouvé une méthode d'évaluation de l'empreinte carbone par satellite. Chacun va disposer d'une carte satellite qui va évaluer l'évolution de sa biomasse produite sur le temps. Et ça va nous permettre de connaître la biomasse créée, donc le carbone stocké. Et ça va nous permettre aussi sur la longueur de voir, mais en fait, là, j'avais atteint mon pic de biomasse et je l'ai détruit, j'ai détruit mon couvert plus tard, ou je l'ai exporté plus tard pour les animaux, donc en fait j'ai perdu, là je l'ai fait trop tôt, et surtout il y a beaucoup de données sur des couverts, on va dire classiques, sur de la févrole qui est facile à détruire. Il y a beaucoup de données là-dessus. Et nous, quand on commence à parler de couverts, comme je parlais de tout à l'heure, de mélange de céréales, en fait, il y a très peu de données là-dessus. Donc, travailler... Et surtout des céréales qui ne sont pas détruites et restituées au sol, mais exportées, exportées pour les animaux en contrepartie, entre guillemets, d'un retour... par du fumier. Par du fumier. L'engrais organique, Donc, il y a très peu de données là-dessus. Parce qu'en fait, ça n'a pas encore été analysé. Et il y a aussi une donnée qui est pas analysée chez nous dans la culture, c'est tout le côté prairie aussi qui est une problématique parce qu'on a beaucoup de polyculteurs éleveurs qui ont énormément de prairies naturelles et en fait ça veut permettre aussi ces images satellites, si on arrive à tendre vers ça, pour l'instant on n'y est pas encore, mais nous permettent d'analyser la biomasse produite par nos prairies, donc je peux nourrir tant d'animaux avec, et comment mieux la gérer, comment sortir les animaux au bon moment, comment les mettre au bon moment, optimiser vraiment ces prairies, aussi pour diminuer en fait le besoin d'apport extérieur en aliments. Et en interculture aussi. La meilleure valorisation de la prairie, c'est un enjeu qui est énorme parce que ça capte aussi beaucoup de carbone. Donc je pense qu'il y a un enjeu aussi sur la valorisation des prairies. On aimerait arriver jusqu'à l'empreinte carbone de nos pratiques et combien on a stocké de carbone et pouvoir le valoriser sous forme d'un crédit carbone du coup qui pourrait être commercialisé auprès d'acteurs qui chercheraient peut-être à compenser les émissions qu'eux-mêmes n'auraient pu réduire ou éviter dans leurs propres activités. Est-ce que tu considères du coup que la question du carbone devient chez toi, au travers de son application concrète qui est, on l'a compris, la question de la limitation du travail du sol, la limitation des passages, le recours à une fertilisation organique par le biais de ton élevage et une autonomie de ton exploitation. Est-ce que du coup, au travers de ces questionnements, la question du carbone devient un driver de ta stratégie de production ? Oui, parce que en fait, l'entrée carbone dans la gestion de l'exploitation permet d'avoir des données de comparaison sur les pratiques. Mon point de vue, c'est que ça doit être une façon d'analyser nos pratiques très importante dans l'avenir parce que ça permet je laboure, quelles sont les conséquences, je suis en TCS, quelles sont les conséquences, sur agriculture de conservation, quelles sont les conséquences, j'ai un petit couvert, j'ai fait tant de biomasse, j'ai capté tant de carbone, j'ai un grand couvert, donc comment je pilote techniquement, si je fais un grand couvert, quelles conséquences ça a, si je fais un petit, quelles conséquences ça a, donc voilà.
Tu as un indicateur commun qui te permet de comparer système de production. Après, j'imagine que c'est peut-être pas le seul indicateur à suivre, que ce soit en termes environnementaux et puis en termes économiques derrière ou socio-économiques. Moi, je crois que ça répond quand même à pas mal de choses, puisque en fait, le côté environnemental, si on parle carbone, ça répond à ça. Si on parle carbone et temps de passer dans le tracteur, ça répond aussi à l'économie et au temps de travail qu'on consacre aux cultures. Donc, je pense qu'il y a aussi au côté réflexion et bien-être de l'exploitant. Donc, je pense que l'entrée carbone peut répondre quand même à beaucoup de choses du développement durable. Quels seraient pour toi les défis à relever aujourd'hui? Justement, tu es engagé dans un GI2E. La question du carbone devient un sujet de plus en plus prégnant. Voilà. Quels sont les freins techniques que tu rencontres aujourd'hui? Ce qui manque, c'est le recul et l'expérience. En fait, on est en train, quelques-uns, d'essayer d'essuyer les plâtres. Voilà. Donc, en fait, pour cumuler, en fait, en quelque sorte, les bénéfices de l'agriculture biologique avec une agriculture plus économe en carbone. C'est ça. Donc oui, c'est sûr que on manque d'expérience. Le marché, comme il n'est pas mature, en fait, on ne sait pas exactement comment s'orienter, qui aller voir, comment ça fonctionne. En fait, on est en train de tout découvrir au fur et à mesure. Est-ce que tu considères que du coup, tu vas être un producteur de carbone stocké dans tes sols, et est-ce que ça va devenir pour toi un élément, j'allais dire même identitaire en termes d'identité professionnelle, ou est-ce que ça va être un moyen là, un dispositif, un coup de pouce complémentaire en termes économiques pour plus largement améliorer ton exploitation et être plus efficient? À court terme, je pense que ça, on va dire, si on arrive à tirer des bénéfices du marché du carbone, c'est très bien, mais je pense que ça doit surtout nous permettre d'accompagner le changement de nos pratiques. Il y a beaucoup de gens qui ont fait qui ont été en agriculture de conservation et qui, pendant 20 ans, ont testé seuls dans leur coin et se sont gamellés seuls sans assurance. Moi, je le ressens comme, en fait, le marché du carbone va nous permettre d'être un peu l'assurance. C'est-à-dire que on va se faire, imaginons, financer des couverts, tester un couvert, on va se faire financer grâce au crédit carbone, ça va nous permettre de tester, on va dire, à moindre coût, des couverts ou des façons de travailler. Tu es en agriculture biologique depuis 2019. Aujourd'hui, tu te poses pas mal de questions encore pour faire évoluer ton système de production, pour tendre vers une agriculture qui garde certains principes de l'agriculture biologique, mais qui se complète, se complémente avec des principes plutôt de l'agriculture de conservation des sols, pour tendre vers une agriculture qu'on pourrait appeler régénératrice des sols. Dans combien de temps tu penses que tu auras atteint cet objectif, ou est-ce que ça va être une démarche d'amélioration continue? Je pense que c'est une démarche assez longue. On ne s'arrête pas là, on est même sur une réflexion de méthaniseurs avec des membres du GI2E et qui sont en même temps en CUMA et qui sont des voisins à moi de ma génération. Un méthaniseur biologique. Parce que on se rend compte que produire des couverts, on sait faire. On est capable de produire pour nos animaux. Et en fait, plus le couvert est beau, moins il est difficile à restituer au sol, puisqu'en fait, même si on le laisse au sol, on a du mal à passer pour la culture d'après. On a du mal à travailler pour la culture d'après. Donc en fait, plus le couvert est gros, plus en fait on va capter du carbone et plus on aura de biomasse. Donc plus on aura de biomasse à restituer. Donc il y aura le côté interculture pour les animaux, valorisation des prairies pour les animaux, création de fumier direct, et il y aura le côté aussi couvert pour nourrir le méthaniseur, et là aussi pour une autonomie en fertilisation. Via les digestats, via les digestats. Du méthaniseur qui serait, on va dire, avec un pouvoir fertilisant potentiellement plus fort que les couverts détruits localement? Oui, parce qu'en fait, le couvert amène de la vie du sol, mais en fait, il consomme de l'azote pour être détruit. Le couvert, donc ce qui amène de la vie, des micro-organismes, mais la contrainte technique, quand on met un gros couvert à l'intérieur en bio, puisqu'en conventionnel on peut le détruire avec de l'herbicide, mais nous on a cette contrainte où on peut pas détruire comme ça, donc en fait on est obligé de l'extraire et pour retravailler le sol derrière. Et laisser la place à la culture suivante. En fait, si tu fais trop bien ton boulot, que tu as un super beau couvert, ça devient problématique pour la culture d'après. C'est ça. De l'intérêt de le récolter soit pour tes animaux, soit pour un méthaniseur. Et donc, que ce soit pour les animaux, tu as un retour fumier. Que ce soit pour le méthaniseur, tu produis l'énergie et tu as quand même un retour en termes de fertilisation par le biais des digestats du méthaniseur. Et le méthaniseur aura un autre avantage, on se rend compte quand même en bio, dû à la pression des adventices, on en amène beaucoup par le fumier,
puisque en fait, dans le fumier qu'on monte paille, c'est un réservoir de graines d'adventice. Et en fait, le méthaniseur permettrait aussi d'assainir ce fumier qu'on a, et on le passerait dans le méthaniseur. Et en gros, on l'assainirait et on le remettrait. On aurait des digestats, du coup, sans stock semencier d'adventice. Comment tu te vois dans 10 ans? Ce sera quoi pour toi Aujourd'hui, tu te qualifies d'agriculteur, j'imagine. Polyculteur-éleveur? Oui, je suis déjà producteur d'énergie solaire parce qu'on a tous les bâtiments, en solaire. Et je pense que je serai producteur d'énergie, capteur de carbone et producteur de biogaz et polyculteur-éleveur, oui encore. Ouais. Producteur de biens alimentaires. De biens alimentaires. Rassure-nous, parce que on va continuer à manger de la bonne viande grâce à toi. C'est ça. Non, mais parce que nous, on a des profils ici où on est, si on veut valoriser tout notre territoire, l'élevage est obligatoire. C'est-à-dire, ici, quand l'élevage diminue, c'est le paysage qui se referme, quoi. C'est la forêt qui gagne sur la prairie, donc c'est une perte de biodiversité. Moi, quand j'étais jeune, il y a des endroits que vous pouvez pas voir, vous, dans le podcast, mais qu'on peut revoir ici, où en fait, il y avait des prairies, il y avait des animaux, et il y avait une vraie biodiversité, il y avait une vraie diversité de paysages. Aujourd'hui, ces collines sont en train de se refermer, de se reboiser, parce qu'il n'y a plus d'élevage. On revient 2 secondes sur le paysage du Gers. Je suis venu en voiture pour venir ici te rencontrer. On voit beaucoup de maïs, beaucoup de tournesol, un peu de soja. Tu penses que le paysage du Gers se diversifie ou au contraire se reconcentre sur le maïs qui prend beaucoup de place? Dans quel mouvement on se situe aujourd'hui? On voit une grosse diminution de la sol maïs par sa rentabilité. Qui est moindre aujourd'hui? Oui, là le contexte des céréales est très favorable depuis 2 ans, mais si on lisse sur les 10 dernières années, le maïs n'a pas été la culture la plus rentable, quoi. À part si on a des très hauts rendements, le maïs n'était pas une culture rentable due à l'augmentation du prix de l'irrigation, de la fertilisation que ça demande. Donc on a l'arrivée de nouveaux marchés sur le soja. Donc il y a le soja a remplacé le maïs. Il y a toujours de l'irrigation, mais c'est quand même beaucoup plus rentable. Les terres, on avait tendance à cultiver beaucoup, et les terres à faible potentiel, à essayer de les optimiser. On se rend compte que le tournesol, qui n'était pas présent dans le sud du Gers, gagne de la surface aussi, puisque en fait c'est une culture, on va dire, à moindre mal, qui demande peu d'investissement et qui a des rendements réguliers et un prix régulier. Il y a le colza qui arrive aussi, qui a toujours été présent, mais qui gagne de la place aussi, puisque là aussi c'est une culture où les prix sont réguliers et que les rendements sont assez réguliers aussi. Et puis il y a l'élevage. Toi-même, tu es éleveur. Est-ce que le Gers est une terre qui est de plus en plus une terre d'élevage, de moins en moins une terre d'élevage? On croit, au moins à l'échelle française, l'élevage recule, en tout cas le nombre d'éleveurs plutôt recule, pour être précis. Si la tendance continue, dans 10 ans, il n'y aura plus d'élevage dans le Gers. C'est dramatique de le dire comme ça, mais on a perdu 20 000 animaux, il en reste 30. Et en gros, avant, ceux qui arrêtaient... 30 000, pardon. Les petits élevages ont arrêté. Et en fait, on diminuait pas le nombre d'animaux, mais le nombre d'éleveurs. C'est-à-dire que les gros élevages récupéraient, les élevages grossissaient, récupéraient le cheptel. Là maintenant, ce sont les gros élevages qui arrêtent. Donc en fait, réellement, le nombre d'éleveurs et le nombre d'animaux diminuent. Et la tendance est 2 à 3 000 par an. Donc c'est pour ça qu'on dit, comme il y a 30 000 animaux, si ça continue comme ça, dans 10 ans, il n'y aura plus de vaches dans le Gers. Avec une question qui se pose, c'est notamment dans un territoire qui est prépondérant, enfin, ou plutôt où l'agriculture biologique est prépondérante, c'est la question de la fertilité. Et la gestion de la fertilité des sols, parce que sans animaux sur le territoire, pas de fertilisation organique, et donc pas d'agriculture biologique non plus. Non, ou alors de l'agriculture de décroissance, mais c'est pas ce que l'on veut, ou alors c'est l'agriculture qui aura entre guillemets le défaut du conventionnel, avec beaucoup d'intrants extérieurs. On voit déjà, nous, on a recours parfois à des engrais qui viennent parfois d'Espagne parce que c'est prêt et que ça répond à un besoin et qu'on manque d'engrais organiques quand on manque d'engrais organiques. Donc voilà, ça, s'il n'y a plus d'élevage, ça sera les mêmes problématiques les mêmes travers, on va dire. Les mêmes travers. De dépendance à l'extérieur et de perte en autonomie des exploitations.
Pour conclure, si tu avais une baguette magique, ton innovation rêvée dans le monde agricole? Ça serait un outil qui permette de désherber sans travailler le sol en agriculture biologique. Ouais. Mais ça existe, il y a ça existe. Non, c'est pas encore au point, mais il y a des agriculteurs testeurs qui essayent par des rouleaux, par des disques, qui essayent. Sans parler même de laser ou de désherbage électrique. C'est ça. Même à eau chaude, toutes des choses comme ça. Bon, voilà. T'as hâte que ce soit au point et présent sur ton exploitation? Oui, ça nous ferait gagner du temps, ça serait bien. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci encore à Clément pour cet échange. Je trouve intéressant de noter que c'est le passage au bio qui a justifié, chez lui, le recours à des outils d'agriculture de précision. Interpellant aussi de voir comment il intègre véritablement l'option d'un méthaniseur dans son raisonnement agronomique à l'échelle de son exploitation et du territoire dans lequel elle s'inscrit. Et de votre côté alors, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à réagir et partager cet épisode. Pour poursuivre la réflexion, rendez-vous aussi du 6 au 10 novembre 2022 à Paris-Nord-Villepinte pour le CIMA, le Salon international des solutions et technologies pour l'agriculture. On y retrouvera plus de 1800 exposants issus de 42 pays et un programme riche de conférences thématiques sur l'agriculture régénératrice, le numérique et la robotique, les biosolutions ou encore la sécurité et le confort au travail dans les exploitations. En attendant, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Capteur, le podcast connecté à des agriculteurs en mouvement.